Le dernier orateur au débat général est le ministre des Affaires étrangères du Mali, son Excellence, M. Ousmane Ba. Monsieur le Président, le fait que la quasi-totalité des États membres de l'Organisation des Nations Unies se soient empressés de répondre favorablement à la convocation de cette session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale est la preuve qu'elle est d'une grande portée internationale. Tout le mérite en revient au gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, auquel il plaît à ma délégation de rendre un hommage sincère. Le caractère historique de cette réunion est qu'elle aura à connaître du défi le plus grave opposé à notre organisation par un État membre qui a accepté délibérément de mettre en péril la paix et la sécurité dans une région soumise depuis 20 ans à des convulsions, mais aussi d'avoir accepté de porter une atteinte sérieuse à la paix et à la sécurité internationale. De très nombreux orateurs qui m'ont précédé à cette tribune ont établi de façon irréfutable la responsabilité de l'agression perpétrée le 5 juin dernier par Israël contre la République arabe unie et d'autres États arabes, Syrie et Jordanie. Les faits, nous allons les résumer. Déjà, le 25 novembre 1966, le Conseil de sécurité a condamné Israël dans sa résolution 228 pour une action militaire de grande envergure contre la Jordanie en violation de la Charte des Nations Unies. Le 7 avril dernier, attaque constatée contre le territoire de la République arabe syrienne. Le 5 juin, attaque surprise contre la République arabe unie, la Syrie et la Jordanie. Le 6 juin, ordre de cesser le feu du Conseil de sécurité qui fut réitéré le 7 juin avec fixation d'une date limite pour le cessez-le-feu. Les troupes israéliennes continuant de bombarder les territoires arabes. Le 9 juin, demande catégorique du Conseil de sécurité pour le cessez-le-feu devant l'entêtement d'Israël à poursuivre son offensive contre la Syrie. Ce ne fut qu'à la 4e demande d'arrêt des hostilités qu'Israël accepta d'obtempérer après avoir occupé une grande partie du territoire des pays arabes. À noter que le 9 mai déjà, le Parlement d'Israël donnait mandat au gouvernement d'entreprendre une action militaire contre la Syrie. Des personnes mieux informées que nous ont déjà décrit les douloureuses péripéties du drame sanglant que connurent des peuples pacifiques non préparés à la guerre. L'événement, pour n'avoir duré que quelques jours, n'en fut pas moins tragique. La guerre, avec son cortège de malheurs, de destruction, d'humiliation. La guerre, abominable comme toujours et partout. Mon pays, comme tant d'autres, n'est pas parti au conflit. Mais comme tout État épris de justice et de liberté, le Mali, défenseur farouche, intransigeant de la paix et de la liberté des nations et des peuples, du droit des peuples à disposer librement d'eux-mêmes, de la vérité, de la morale internationale, sans parti pris aucun, au nom du droit strict et de la Charte des Nations Unies, aux principes desquels tous les pays pacifiques sont attachés. Au nom de tout cela, le Mali condamne fortement l'agression perpétrée par Israël contre les pays arabes. La tradition constante des pays épris de liberté et de paix doit être de condamner l'agression, où qu'elle se produise, par quelque pays,
grand ou petit, qu'elle ait été commise. C'est en condamnant sans réserve l'agression et en dégageant des solutions fermes pour effacer les conséquences de l'agression que notre organisation pourra éviter les guerres locales qui, dans le contexte actuel du monde, où les forces anti-impérialistes de paix et de progrès sont confrontées aux forces impérialistes de guerre, c'est la seule attitude qui permettra à notre organisation et aux principes élevés de sa charte d'éviter une guerre généralisée, la guerre nucléaire et thermonucléaire, dont nul ne sortira réellement victorieux. Petit pays en voie de développement, nous n'avons malgré tout jamais cédé au chantage à la guerre. Mais nous n'avons jamais oublié le mot de Jaurès. Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. Et le 5 juin eût pu parfaitement être la naissance du plus grand holocauste, sans la fermeté et la vigilance des forces de progrès. Israël affirme pour sa défense qu'il est entouré de grands pays hostiles et que de ce fait, il n'avait comme solution que la guerre pour sa survie. Il a dû s'inspirer du vieil adage « Si vis pacem parabellum ». Si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais le vieil adage fut déformé et dépassé, et Israël conclut « Si tu veux la paix, fais la guerre ». Mais des voix autorisées ont déjà indiqué, après les douloureuses expériences de l'humanité dans ce domaine, que la guerre est vraiment une forme anachronique, démodée de la solution des problèmes. Israël devient de ce fait fortement suspect d'avoir des intentions bellicistes et préméditées. Car pourquoi, se sentant menacé, n'a-t-il pas fait appel à notre organisation, chargée par essence du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde? Pourquoi, si ses intentions étaient réellement pures, a-t-il essayé de s'opposer à la convocation de la présente Assemblée? À présent, nous ne ferons pas comme certains exégètes du droit, car nous nous sommes laissés dire que les spécialistes du droit n'arriveront que dans plusieurs années à une définition juridique de l'agression. Ici, l'agression est matérialisée. Elle a été perpétrée. Il y a eu des morts très nombreux, des villages incendiés au napalm, des centaines de milliers de blessés, des centaines d'avions cloués au sol en République arabe unie et ailleurs, des occupations de fait, un commencement d'intégration des territoires arabes, une administration militaire des territoires conquis et occupés. Tout cela rappelle étrangement les méthodes hitlériennes d'occupation brutale face aux défis de l'impérialisme. C'est de cette manière que nous interprétons le contexte général des graves événements survenus dans le Proche-Orient et des circonstances et conditions de l'agression israélienne contre les pays arabes. Le problème qui se pose à cette session extraordinaire de l'Assemblée générale se résume à notre avis de la manière suivante. L'on ne peut accepter de se taire et de ne pas agir face au spectacle répugnant d'un pays qui, agissant de concert avec l'impérialisme, nous dit que c'est la force de ses armes qui a détruit et saccagé des villes et des villages, qui a tué et massacré des milliers d'innocents dans une attaque surprise, que c'est cette force des armes qui doit permettre de dicter les conditions de la paix. Mais alors, pourquoi cette institution, pourquoi cette charte qui est censée guider nos rapports internationaux, pourquoi avons-nous souscrit aux obligations et aux devoirs qu'elle nous impose? Si notre Assemblée ne relève pas le défi
quel est le pays du monde, et je parle des grandes puissances aussi, qui se sentiraient à l'abri d'une attaque surprise? Et quelle morale nouvelle inspirera nos rapports si notre bénédiction est donnée à la politique du fait accompli et de la force brutale? Nous n'hésiterons pas un seul instant à dire et à proclamer du haut de cette tribune que si nous permettons à l'agression de rester impunie, nous deviendrions les fossoyeurs de l'ONU 21 ans après sa création. Car le précédent créé ouvrira la voie à des aventures du même genre, et la Troisième Guerre mondiale, au sujet de laquelle notre distingué secrétaire général a lancé déjà un solennel avertissement, sera inévitable. Ce qui se passe aujourd'hui au Vietnam et dans le Proche-Orient constitue à nos yeux la phase préparatoire de la conflagration mondiale. Et la voix puissante du général de Gaulle n'a pas hésité à se joindre à celle de M. Tante pour mettre le monde en garde contre les graves dangers qu'il menace. Qu'on ne nous accuse pas surtout d'avoir déformé les faits et les réalités quant à la responsabilité de l'agression qui a été déclenchée le 5 juin contre les pays arabes. Il s'agit tout simplement de se référer à la presse américaine elle-même, dont on connaît la profonde sympathie pour Israël. Dans le Washington Post du 16 juin, le correspondant Bernard Nossiter, arrivant de Paris après un voyage en Israël, écrivait que le cabinet israélien avait décidé d'aller en guerre contre ses voisins arabes durant la nuit du 3 juin, soit 36 heures avant que le conflit ne se déchaîne. Le correspondant précise que la stricte censure israélienne l'avait empêché de transmettre cette information, mais que, selon des sources autorisées israéliennes, la session secrète du cabinet israélien fut l'occasion d'un débat amer au cours duquel on vota pour déclencher la guerre. Ce n'est pas nous qui le disons. Dans le numéro 834 du 12 juin de l'hebdomadaire français Express, on lit: l'atout maître de l'état-major israélien a été la surprise. L'offensive éclair déclenchée le lundi 5 juin à l'aube, dans des conditions où le droit strict s'est trouvé quelque peu bousculé, a pris de court le commandement arabe uni. Le moment est peut-être venu de poser la question aux puissantes forces impérialistes qui téléguident les actions agressives des uns ou inspirent les coups d'État des autres, ou déclenchent des guerres contre les mouvements de libération nationale et les forces révolutionnaires du monde, directement ou par procuration. Si ces puissances pensent réellement que les peuples vont rester indifférents et passifs et se contenter d'encaisser coup sur coup sans réagir et sans prendre les mesures d'autodéfense qui s'imposent. Je crois que nos amis et nos frères du monde arabe ont déjà répondu à cette question dans cette salle. Les pays arabes ont affirmé que s'ils ont perdu la bataille, ils n'ont pas perdu la guerre, car il s'agit d'une guerre globale que les peuples, hier encore sous domination étrangère, mais qu'on n'autorise pas encore de jouir pleinement de leur souveraineté et de leur indépendance, sont décidés à mener contre les forces d'oppression et de domination. Si la guerre surprise déclenchée le 5 juin contre les pays arabes aboutit à certains succès militaires, combien éphémères à notre avis, nous sommes convaincus que la leçon ne sera pas oubliée. Elle contribuera dans tous les cas à accroître davantage la prise de conscience des peuples et de tous les peuples face à leurs adversaires impérialistes, à renforcer leur vigilance, à raffermir leur détermination de ne jamais ployer sous le joug étranger, de ne pas accepter de compromis s'agissant de leurs droits souverains. Les peuples, plus que jamais, devront réaliser que leur lutte n'est pas une lutte isolée, limitée à des frontières restreintes,
mais un gigantesque combat de tous les jours et de tous les instants pour la liquidation de l'impérialisme et de ses instruments. Car si la paix est indivisible, la lutte anti-impérialiste, elle aussi, est indivisible. Le combat de nos frères arabes, c'est le combat du Malien et de l'Indien, du Brésilien et du Japonais, du Nigérian et de l'Iranien, tout comme le combat du peuple vietnamien est le combat de tous les peuples épris de paix et de justice, mais aussi et surtout des peuples du tiers-monde qui continuent d'être soumis à l'arbitraire néoclassique. Ceci dit, nous n'allons pas volontairement responsabilité. Condamner fermement l'agression israélienne du 5 juin contre les pays arabes et se prononcer fermement contre le retour de pareils actes. L'Assemblée doit décider du retrait immédiat et sans condition des troupes israéliennes aux lignes d'armistice existantes avant le déclenchement des hostilités et mettre fin à toute annexion territoriale résultant des hostilités. L'Assemblée doit considérer comme non valable toute décision israélienne, et on en a pris hier et avant-hier, ayant trait au statut des lieux saints de Jérusalem. L'Assemblée doit régler dans les meilleurs délais la question brûlante des réfugiés de Palestine, source permanente de conflits, douloureusement aggravée ces dernières semaines. En droit strict, la question du dédommagement des pays arabes doit être réglée sans délai par Israël, qui doit réparer toutes les conséquences de l'agression. C'est à ce prix que sera possible toute approche pacifique dans cette zone de surtension. C'est sur ces bases que, selon nous, notre Assemblée peut objectivement, en faisant l'économie de louvoiement et de méthodes dilatoires, empêcher de nouveaux affrontements dans ce secteur particulièrement sensible, devenu volcanique depuis la déclaration Balfour du 2 novembre 1917 et, il faut le dire, la résolution des Nations Unies du 29 novembre 1947 responsable de la partition. Nous pensons qu'enfin Israël, au moment où rien ne l'y force, sauf la volonté, combien contraignante de notre organisation et des stipulations de la charte, doit pouvoir dominer sa victoire et tenir compte des décisions permanentes et pertinentes de cette auguste Assemblée. Ma délégation souhaite, Monsieur le Président, dans l'intérêt de la paix et de la sécurité au Proche-Orient et dans le monde, que l'Assemblée générale accorde un soutien résolu au projet de résolution des pays non alignés. De même, ma délégation appuiera sans réserve le projet de résolution AL 519 présenté par l'Union des républiques socialistes soviétiques. Je vous remercie, Monsieur le Président.